vous avez un QR code, ceux qui n'étaient pas là ce matin. Peut-être qu'on peut rafficher, merci, le QR code à l'écran. Voilà, vous avez tous trouvé votre place. Bonjour, bienvenue. Le QR code pour envoyer vos questions et je les recevrai sur ma tablette et on essaiera de garder un peu de temps à la fin de nos échanges. Voilà, donc merci à tous de nous avoir rejoints. La thématique de cette table ronde, une transition écologique au bénéfice de tous, est-elle possible? Donc voilà, dans le prolongement des résultats du sondage dont Clément vient de nous parler, eh bien on va se poser la question de savoir quelles sont les conditions. Parce que, est-ce que c'est possible? On espère que oui, mais comment? Fanny Lacroix, on démarre avec vous, si vous en êtes d'accord. Vous êtes vice-présidente de l'AMRF, en charge, donc l'Association des maires ruraux de France, en charge de la transition écologique et maire de Châtel-en-Trièves, dans l'Isère, commune de 500 habitants. C'est bien ça. Bon, très bien, bienvenue. Et vous allez nous expliquer, voilà, pour rentrer vraiment dans le sujet avec votre point de vue, quelles sont, selon vous, dans les milieux ruraux, les conditions pour cette transition écologique juste? Alors déjà, c'est une exigence de justice territoriale. Et c'est vrai l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est que vous compreniez bien qu'il y a une notion d'espace qui est tout à fait structurante dans notre réflexion. Et donc la ruralité, c'est 88% du territoire national. Et donc c'est quelque chose qui compte. Et je pense que si on doit construire une transition juste, il faudra une transition qui prenne en compte effectivement cet espace qui est constitué très majoritairement de ruralité, avec ce qui comprend les aménités rurales. Alors qu'est-ce que ça veut dire aménités rurales? Ce sont les services rendus à tous par les territoires ruraux et par les espaces. Donc on pense bien évidemment à la forêt, à la captation de carbone, voilà. Aux rivières, à la qualité de l'eau, la qualité nutritive de nos sols. Donc tout ça, ce sont des services rendus à tous et qui sont donc en ruralité. Et il faudra effectivement que cette contribution et la sauvegarde aussi des aménités rurales puissent faire partie de l'équation. Donc ça, c'est le premier point. À notre alimentation aussi, quand même. Cette valorisation. Et le deuxième élément, ça va être aussi que cette transition, elle puisse donner des capacités d'agir aux communes rurales qui souvent ne sont pas très bien dotées en ingénierie, pas forcément très bien dotées non plus en moyens financiers. Et du coup, ça fait écho à la première question. C'est vrai que tout ne doit pas se construire en fonction de la densité de population. On voit bien qu'il y a peut-être de nouveaux équilibres, y compris financiers, qui doivent aujourd'hui être considérés. Et puis enfin, une transition juste, c'est une transition qui implique le citoyen. Et je crois que là, c'est ce qui fait un peu la force de nos villages, c'est cette capacité à être au plus près du citoyen, parce qu'on voit bien que cette transition qui est à l'œuvre, elle n'est pas uniquement technique, c'est vraiment une transition qui est sociale, une transition qui est politique. Et l'enjeu, ça va être de mettre tout le monde en action. Et c'est vrai que quand on est sur une petite organisation telle que le village, où il y a des liens d'interconnaissance qui sont encore suffisamment forts, eh bien on voit un peu partout sur le territoire national émerger des actions tout à fait exemplaires qui arrivent à emmener un changement culturel. Et donc là, c'est vrai que quand les gens sont à la manœuvre, quand c'est eux-mêmes qui définissent ce dont ils ont besoin, eh bien évidemment, je pense qu'on peut parler sans trop de soucis de transition juste. Donc on y reviendra à la façon dont vous justement vous animez et vous faites émerger le demain aussi dans les territoires ruraux. Parce que c'est vrai que quand on parle ruralité, on pense avant tout à la mobilité, mais c'est pas seulement ça. Ouais. Non, c'est vrai que la mobilité, pour nous, c'est un des sujets les plus complexes à aborder. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que bon nombre de communes rurales sont quand même très éloignées des transports en commun et que ce n'est pas demain qu'on pourra mettre du transport en commun de partout. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe à aborder, surtout qu'on a des catégories sociales qui sont très impactées par le fait de ne plus pouvoir se mouvoir. Et donc je rappelle à tous l'importance en termes d'émancipation individuelle de la mobilité dans nos territoires ruraux. Et bien souvent, c'est vrai qu'aussi, c'est les femmes qui emmènent les enfants à l'école, aux activités extrascolaires. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait cette assignation à résidence qui puisse s'opérer, parce que là, je crois que ce n'est pas du tout l'objectif non plus. Donc, certes, la mobilité est à considérer en milieu rural, mais il ne faut pas non plus demander aux ruraux des choses qui ne sont pas possibles et qui viendraient les contraindre encore plus dans leur trajectoire d'émancipation. Merci. On reviendra dans un deuxième temps sur les leviers, justement, possibles pour retrouver d'autres marges de manœuvre dans ces territoires. Jean-Luc Fugit, vous êtes député de la 11e circonscription du Rhône, membre de la Commission des affaires économiques, récemment renouvelé comme président du Conseil supérieur de l'énergie.
De nombreuses lois ont été votées justement pour rendre cette transition écologique plus juste pour tous. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Quel est l'état des lieux aujourd'hui dans une situation un petit peu compliquée? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non, pas du tout. Non. Bon, bonjour à toutes et tous. Alors, je pense que Mme Lacroix a très bien décrit les choses, notamment vis-à-vis de la ruralité. Je rajouterai, si je peux me permettre, que cette ruralité à laquelle vous êtes très attachés, et moi aussi, à la fois de par le territoire où j'ai grandi et le territoire dont je suis le député aujourd'hui au sud du département du Rhône, cette ruralité, il faut en faire un lieu où on se sent plutôt... comment dirais-je, un lieu où on va construire une ruralité que j'appelle une ruralité conquérante plutôt qu'une ruralité gémissante et tout ce qui va avec. Et qui d'ailleurs est utilisée politiquement par beaucoup. Et donc ça, c'est extrêmement important. Alors cette transition écologique, puisqu'on parle de la transition écologique et juste avant on parlait de l'ère électrique, donc faisons attention de n'oublier personne dans cette affaire, bien entendu. Je crois très sincèrement que beaucoup se disent dans la salle, ils n'ont pas fait tout bien, on ne fait pas tout bien, etc. Moi, je suis un député de l'ancienne majorité, donc on appelait ça comme vous voulez. Et je considère que depuis, alors moi, ça fait que 7 ans et demi que je suis parlementaire, mais je considère qu'il y a des choses qui ont été faites et il y a des orientations qui ont été prises. Et notamment, il y a eu une clarification importante pour moi, ça a été l'idée de se dire, on engage la sortie progressive des énergies fossiles. Il faut le dire. Parce que c'est ça finalement. En fait, en politique, on définit un pourquoi et on essaye de construire ensemble les comment. Et le pourquoi, c'est bien la problématique à la fois de la santé respiratoire dans les milieux urbains denses et c'est bien la problématique climatique. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Et ensuite, on choisit du coup de se dire neutralité carbone d'ici à 2050, etc., etc. Et tout ça, ça peut paraître des fois pour nos concitoyens un petit peu abstrait. Et en réalité, c'est à partir du moment où on construit un comment qu'il faut essayer de les embarquer. Ici, je m'exprime devant des personnes qui sont toutes convaincues de tout ceci. Donc, pour chacune et chacun d'entre vous, ce que je dis, c'est sûrement évident. Mais en fait, ça ne l'est pas pour la plupart de nos concitoyens. Et donc, cette transition écologique, parce que l'idée, c'est de répondre à la question, en fait, elle est bénéfique pour tous si tout le monde y trouve un intérêt vis-à-vis à la fois de sa vie personnelle et de la vie que nous pouvons avoir sur notre chère planète. Et donc, oui, des orientations ont été prises depuis 7 ans, et notamment le fait d'inscrire, à la fois l'inscrire dans la loi et l'inscrire dans des lois, des objectifs progressifs de sortie des énergies fossiles. La première fois où on l'a inscrit, on l'a fait... Je me permets de dire je l'ai fait puisque c'était un amendement que j'ai porté dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. L'idée d'inscrire que d'ici à 2040, on inscrit dans la loi l'objectif de sortir, on était en 2019 à l'époque, de la vente des véhicules à énergie fossile. C'est exactement ce qui est écrit dans la loi. Je le dis parce qu'on a tendance à l'oublier. Depuis, on a vu des évolutions, des discussions au niveau européen. Et là, moi, je m'exprime à mon nom, à moi. Mais je considère que d'aller parler de véhicules thermiques est une erreur. Je pense que ce n'est pas les véhicules thermiques le sujet. Le sujet, ce sont les énergies fossiles. Et c'est une erreur dans les textes, mais c'est une erreur vis-à-vis de nos concitoyens. Parce que nos concitoyens, quand vous prenez le temps de leur expliquer l'objectif de la transition écologique autour de la question des fossiles, etc., il n'y a pas de problème, tout le monde comprend. Si vous commencez à leur dire « Ah oui, mais le véhicule thermique, le machin, etc. », ils commencent à se sentir un petit peu agressés, un petit peu menacés. Et ça se traduit d'ailleurs électoralement par certains votes. Il n'y a qu'à regarder l'analyse de Jérôme Fourquet qui a été publiée il y a 2 mois. C'est factuel, c'est pas moi qui le dis. Et donc, loi d'orientation des mobilités, etc. Ensuite, on a essayé d'avoir un discours qui a été clarifié, un discours qui a été très clair, c'était celui du président de la République en février 2022, le fameux discours de Belfort, où on voit bien qu'on dit on va aller maintenant sur le développement à la fois du renouvelable et on relance les choses autour du nucléaire, même si ça n'a jamais été abandonné, mais en tout cas ça a été au moins clarifié. Et puis derrière, on engage une loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, dont on m'a dit qu'elle avait été fortement critiquée ce matin par des intervenants. Moi j'étais à France Hydrogène, mais on m'a dit qu'il y avait de la complexité, voilà, que c'était encore plus complexe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire au passage qu'il faut l'évaluer et qu'il faut peut-être même la corriger.
Parce que ça, c'est possible de le faire. Et donc, l'évaluation, en effet, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, je crois qu'il faut le regarder, il faut le dire. Je vois le président du syndicat des énergies renouvelables qui me regarde en me disant « mais qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Je dis simplement qu'il faut l'évaluer et s'il y a des choses à améliorer, il faut le faire, il faut le dire, il faudra surtout y travailler. Simplement, dans ce que vous évoquez, moi, je voudrais intervenir sur un autre point. Je crois que par rapport à la transition écologique, il faut, d'une manière générale, il faut qu'on arrive à placer nos concitoyens au-delà des questions d'acceptabilité. Parce que tout ce que je viens d'évoquer, derrière, il y a des questions d'acceptabilité. Moi, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais quand je discute avec mes concitoyens d'agrivoltaïsme, de méthanisation, moi je n'oppose pas, vous savez, les énergies renouvelables. Moi je suis pour la somme des solutions pour sortir des fossiles. Je m'aperçois que beaucoup de nos concitoyens, ils ont du mal à accepter certaines choses. Et en fait, du coup, on travaille et on entend tout le temps, et souvent on va dans des colloques, etc., on parle de l'acceptabilité. Et je pense que ce qu'il va falloir construire comme politique à l'avenir, c'est faire en sorte qu'on ne soit plus dans l'état d'esprit de l'acceptabilité, qu'on passe sur l'engagement. Et donc, au lieu de subir, qu'on soit plutôt en position où on choisit. Et il faut qu'on crée les conditions pour que ce soit au bénéfice de tous, comme vous posez la question ici. Il faut que nos concitoyens se sentent vraiment l'envie d'être embarqués dans l'histoire. Et d'ailleurs, en écoutant le retour de l'enquête tout à l'heure, on voyait que bah oui, nos concitoyens sont prêts, mais en même temps, il y a l'aspect économique, il y a la sensibilisation, il y a la compréhension, il y a les mécanismes qu'on met en place. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a aussi un soutien qui a été mis en place, des différents mécanismes, on y reviendra peut-être, donc sur des questions pour aller vers des mobilités plus propres, des mécanismes pour la rénovation, etc., énergétique des bâtiments, mais on voit bien que c'est peut-être insuffisant et surtout, il est nécessaire de faire en sorte, encore une fois, qu'on donne envie à nos concitoyens d'être vraiment des acteurs et non pas, encore une fois, même pour ça, de subir. Parce que ce qui est le pire, c'est que voilà, nos concitoyens ont tendance, moi je le vois, je finirai par là pour cette première prise de parole, quand je discute avec eux de manière poussée sur ces sujets-là, des gens qui ne sont pas dans le jeu, là, hein, on est bien d'accord, des gens qui sont, voilà, monsieur, madame, tout le monde, qui ne travaillent pas dans la transition, on s'aperçoit en poussant la discussion qu'en fait, ils ont l'impression qu'on leur impose des choses au nom d'eux. Et donc, en fait, il faut essayer d'inverser et d'expliquer de pourquoi du comment. Et donc, tout ce qui paraît évident ici dans un cercle de gens qui sont dits cultivés sur ce sujet, ne l'est pas pour la plupart de nos concitoyens. Et c'est pour ça que ce que dit Mme Lacroix est extrêmement important. On était intervenu auprès de maires ruraux ensemble dans le nord du Rhône il y a quelques semaines. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de maires, par exemple, de petites communes, qui ne demandent rien d'autre que de faire. Sauf qu'ils ont besoin qu'on les aide aussi parce qu'ils ont des problèmes d'ingénierie, ils ont des problèmes de moyens, etc. Et donc c'est tout ça qu'il faut réussir à embarquer pour qu'on puisse arriver à faire en sorte que cette transition elle soit non seulement possible, mais surtout acceptée par tout le monde. Voilà, et on reviendra dans un deuxième temps avec Fanny Lacroix, notamment sur ces cahiers de doléances qui peuvent nous renseigner aussi sur voilà, les conditions de compréhension, d'acceptabilité, d'engagement. Voilà, c'est ça, passer de l'un à l'autre. Merci. Antoine Peillon, alors voilà, secrétaire général à la planification écologique, un grand merci de participer également à cette table ronde. Quel est votre regard à vous sur ce qui vient d'être dit et sur les conditions de cette transition écologique vécue par les différentes typologies de population, pas de façon toujours de façon égale, et les plus vulnérables ont justement, on vient de le dire parfois, un léger décalage, ce que l'on peut dire ici. Bien, bonjour à toutes et tous. Et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut partir du constat qu'aujourd'hui, cette transition, elle n'est pas perçue comme étant bénéfique à tous. Ça, je pense que c'est clairement ressenti, mais ça vaut le coup d'être explicité. Et c'est un peu la grande confusion. C'est-à-dire qu'à la fois, dans des sondages récents, IFOP par exemple, pour Le Monde récemment, l'environnement est à la 2e préoccupation des Français devant plein d'autres sujets, donc très bien. Mais dans le même temps, on voit que au cours des derniers mois, cette année, on vend plus de chaudières gaz, par exemple, que de pompes à chaleur ou de dispositifs qui n'utilisent pas d'énergie fossile. On voit aussi que la part de véhicules électriques vendus au mois d'octobre s'est cassé la figure par rapport à la croissance régulière qu'on avait sur le véhicule électrique. On voit aussi qu'on dit que c'est un sujet absolument majeur, mais que dans les temps d'antenne sur l'information, ça c'est Quota Climat qui nous le dit, le traitement des sujets d'écologie a baissé de 30% dans les temps d'antenne sur les chaînes d'information. Donc on voit qu'on est Et quand ils sont traités, parfois c'est peut être un peu douteux aussi. Dans donc des injonctions très contradictoires. Et donc pour l'instant, ce n'est pas perçu comme bénéfique pour tous. Donc je pense qu'il y a un point important qui est un petit peu
aussi dans la lignée de ce que disait Jean-Luc Fugit juste à présent, qui est de dire, finalement, pour pouvoir... il y a un point c'est finalement, on se ramène beaucoup aux citoyens, et je pense qu'un des points de passage importants, un des points de départ importants, c'est que le citoyen, c'est aussi une petite partie de la solution. Et ça, je pense que c'est très important, notamment pour que l'ensemble de la population adhère à ce projet-là, c'est d'avoir conscience que sur la baisse des émissions, c'est quelque chose que je dis régulièrement et je le répète aujourd'hui, que les 3/4 des baisses des émissions entre 2019 et 2030, c'est les organisations. Des fois, je dis les gros, et puis 25%, c'est les gens. Et ce rapport ce poids, ce rapport de force-là, il est très important pour pouvoir embarquer l'ensemble de la société derrière. Et ça, c'est très concret. Par exemple, quand on est sur du transport routier, quand on dit qu'une partie de la solution, pas toute, c'est d'avoir des camions qui sont... Enfin, c'est donc de changer de camions qui sont une motorisation différente, pour partie électrique, pour partie biogaz, etc. Ben, ces surcoûts-là, si jamais le consommateur ne peut quasiment pas les voir, si jamais on les répartit, par exemple, sur les chargeurs, c'est une fraction du prix de vente si on répartit le surcoût sur l'ensemble des chargeurs qui ne se voit quasiment pas sur le consommateur. Et donc, ce n'est pas aux citoyens de résoudre tous les problèmes. Ça, je pense que c'est très important. Deuxième élément aussi très structurant, il faut être très clair sur le fait que pourquoi on fait tout ça et redonner le sens de cette action-là. Je pense qu'il y a bien sûr l'enjeu environnemental qui est essentiel. Je pense aussi, et c'était l'analyse qui a été présentée juste avant le montre, il y a un sujet pouvoir d'achat. Dans un certain nombre de cas, ça peut aider la facture, même si c'est parfois contre-intuitif, parce que c'est en trésorerie des sujets qui coûtent cher au début, mais sur la durée, en TCO, pour reprendre ce langage-là, du coup, c'est des choses qui peuvent rapporter. Mais au-delà de ça, et je pense qu'on ne le dit pas assez, il y a des co-bénéfices en matière de santé qui sont importants sur la transition en général. Je prends juste la question, par exemple, de l'alimentation, qui est un sujet structurant. Si on rentre dans le sujet en se disant il faut changer fondamentalement notre alimentation pour l'environnement, honnêtement, aucune chance que ça percole fortement, à part une partie de la population qui est très sensible à ce sujet-là. La bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres, il suffit quelque part de manger ce qui est bon pour la santé, pour que ça soit bon pour l'environnement. Il n'y a pas besoin de faire un effort supplémentaire pour l'environnement. Mais ce prisme-là, il est important. Puis dernier élément là-dessus... Donc on embarque les médecins avec nous, notamment. Par exemple. Et dernier élément, je pense, très important, on fait ça aussi, et je pense que là, on a la mémoire collective assez courte, pour un enjeu de souveraineté très concret. C'est-à-dire on vient de vivre collectivement des explosions des prix des énergies et donc une dépendance très forte aux importations, notamment d'énergie fossile. Et dans le même temps, on voit que quelques mois encore après ces pics de prix, plein d'investissements de décarbonation sont annulés. Et donc là, il faut qu'on se redise aussi que ce que l'on fait en termes de décarbonation, indépendamment du poids faible des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe ou de la France par rapport au monde entier, c'est un sujet de survie économique pour nous demain, face dans un commerce international qui s'annonce assez peu coopératif. D'une part, une plaque américaine qui détient les énergies fossiles et d'autre part aussi une plaque asiatique qui détient les ressources. Et donc, quelque part, il va notre survie économique aussi d'avoir une économie sobre en intrants. Et c'est ça aussi le projet. Et il faut qu'on martèle ça, je pense, de façon importante. Merci. On reviendra aussi sur ces marges de manœuvre dans les territoires et ces emplois qui peuvent être créés directement en lien avec ce que vous venez de dire. Cécile Maisonneuve, alors quelques mots pour vous présenter. Alors nous vous lisons régulièrement dans les Échos. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait le lien. Vous mettez à profit votre expertise et votre vision du secteur de l'énergie pour conseiller des grandes entreprises, pas que du secteur de l'énergie d'ailleurs, mais plutôt en général dans leur transition, aussi bien donc sur les aspects géopolitiques de l'énergie, les usages que les enjeux territoriaux. Je rappelle aussi que vous avez dirigé le centre énergie de l'IFRI, présidé le think tank des innovations urbaines fondé par Vinci pour réfléchir sur les usages énergétiques, logement et mobilité. Donc c'était vraiment là aussi au cœur de vos réflexions. Après tout ce que l'on vient de se dire, est-ce que ça va être possible selon vous, cette transition écologique pour tous, voilà, même les plus vulnérables, embarquer tout le monde? Merci Karine, bonjour à tous. Je crois que c'est intéressant aussi de se poser la question, pourquoi on se pose la question maintenant ? Et j'ai le sentiment qu'en réalité, on est en train de vivre une transition dans la transition. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ce que nos concitoyens comprennent bien, c'est que les conditions dans lesquelles on a démarré cette transition ont totalement changé au niveau macro.
C'est-à-dire que depuis qu'on a démarré la transition 1, on a quelque chose qui s'appelle les taux d'intérêt qui ont remonté. Donc c'est fini l'argent facile. Et donc le financement de cette transition, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher parce qu'on est sur des investissements très capitalistiques. Les taux d'intérêt élevés, c'est aussi les dettes très très fortes des États. Donc les États qui peuvent financer gratuitement, voire se faire prêter beaucoup d'argent à des taux négatifs, c'est fini aussi. Ce qu'ils voient aussi, il y a eu ce choc énergétique. Qui est en fait, on a vécu le choc pétrolier de 73 et j'y reviendrai, mais pour les Français, ce choc pétrolier s'est appliqué à l'électricité qui pensait être un temple inébranlable. Donc ça, c'est quelque chose d'assez profond. Et ce choc-là, ça veut dire quoi? Perte de compétitivité, perte de pouvoir d'achat. Vous ajoutez l'inflation post-Covid. Et puis là, désolé d'en rajouter dans la gamelle, mais quand même, l'élection de Donald Trump, il est en train de nous dire, chers amis européens, si vous voulez que les États-Unis continuent de garantir la sécurité de l'Europe, c'est pas 2% de votre PIB qu'il va falloir investir dans la défense, c'est 3 à 4%. Donc on en rajoute dans des dépenses qui ne peuvent être financées, pour le coup, que par l'État. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce travail d'électrification qu'on doit faire, eh bien, le sujet de pour tous, il est plus si évident parce que comment est-ce qu'on va payer ça et qui va le payer? Et ça, au fond, je ne sais pas si ça ressortait précisément du sondage, mais les Français l'ont compris et les Européens en général. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire, à mon sens, qu'on ne peut plus mener cette transition avec les mêmes outils, les mêmes politiques qu'avant. Et il y a un premier sujet, alors je vais mettre les pieds dans le plat, que j'aimerais aborder, puisqu'on en a parlé. Il se trouve que ceux tous, ils sont consommateurs, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit ce matin Luc Rémond, quand il a dit finalement, on s'est beaucoup préoccupé de la transition des producteurs, donc on a compris qu'ils faisaient le travail, mais assez peu de celle des consommateurs. Et le consommateur, il a une caractéristique, c'est qu'il est aussi contribuable. S'agissant de l'électricité, c'est un des impôts qui est à peu près comme la TVA, payé par tous pour le coup, par rapport à d'autres qui sont payés que par certains. Et moi, je trouve quand même assez surréaliste tout le débat. Alors, vous me direz peut-être que tout le débat budgétaire était surréaliste, mais quand même, celui sur la fiscalité de l'électricité l'était particulièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se souvient des quelques notions d'économie qu'on a, c'est qu'on ne peut pas taxer à fond un produit dont on veut développer l'usage. Il faut d'abord développer l'usage avant éventuellement de le taxer. C'est plutôt dans ce sens-là. Évidemment, il faut rendre les gens captifs. Imaginez qu'on ait taxé à fond le pétrole il y a un siècle. On était en train de créer, je crois que c'était le centenaire de Total Energy, on construisait un réseau routier pour que les voitures puissent rouler. Et je ne sais pas si ça aurait facilité l'adoption de ce qui est devenu l'outil de décollage des classes moyennes. Donc il faut quand même un moment qu'on tranche le statut de l'électricité dans notre société et qu'on en tire toutes les conséquences, y compris fiscales. Alors je sais qu'il y a un très fort sujet d'endettement public, mais quand même, il va falloir trancher par exemple un débat très simple. Est-ce que l'électricité en France, c'est la vache à lait des finances publiques ou est-ce que c'est une commodité dont on veut développer massivement l'usage? Donc ça, c'est première question. Après, il y a la question entre le consommateur individuel, le consommateur industriel. Comment est-ce qu'on répartit l'effort? Alors, on n'est pas des Allemands. On sait que les Allemands ont fait payer le consommateur individuel au profit de la grande industrie. Et peut-être que c'est un choix un peu plus difficile aujourd'hui, en tout cas, qui ne se révèle pas forcément payant. Mais en tout cas, il faut quand même, à un moment, se dire que c'est pas possible de considérer que la fiscalité sur l'électricité est une fiscalité parmi d'autres, si vraiment on veut faire de l'électricité la colonne vertébrale de notre décarbonation. Et ça, c'est vraiment un sujet pour tous, parce que, encore une fois, on est tous consommateurs d'électricité et on est tous contribuables. Alors, j'ajouterais aussi, si vraiment on veut envoyer ces signaux, il y a le signal fiscal et puis il y a aussi le signal prix. Alors là, pour mettre un autre pied dans le plat, il y a des moments où l'électricité, tous les électrons ne se valent pas. Il y a des moments où l'électricité, mais il faudrait la payer beaucoup plus cher, et d'autres moments où il faudrait la payer beaucoup moins cher et décaler certains usages. Voilà. Donc, c'est tout le débat sur la flexibilité. Mais en tout cas, pour que les gens n'aient plus ce sentiment de contrainte, il faut leur laisser des choix. Et la meilleure manière de décider aussi, c'est quand on a une idée claire de ce que ça va vous coûter. Donc de la visibilité, vous parlez de faire de l'électricité du nouveau pétrole. C'est quand même... C'est ce qu'on est en train de faire. Et quand je dis nouveau pétrole, c'est que c'est ce qui va faire
fonctionner notre économie. Et pour revenir à la question territoriale, moi j'aime beaucoup la manière dont vous avez posé le sujet parce qu'elle est profondément territoriale, effectivement. Nos territoires ont été forgés par le pétrole parce qu'ils ont été forgés par la voiture. Voilà, en plus, la France, il se trouve que c'est un pays de route par rapport à ses voisins européens. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos territoires soient forgés par un autre, j'allais dire un autre, en l'occurrence, vecteur énergétique, par l'électricité. Et encore, on a des réseaux quand même en France, on n'a pas à se plaindre, là, pour le coup. On a d'excellents réseaux. Et moi, alors ça, c'est parce que je chronique aussi dans l'Express. Et il y a 2 ans, on nous avait demandé de faire des propositions pour la présidentielle. Et j'avais dit, si on veut vraiment électrifier la mobilité, au lieu de commencer par mettre des bornes en centre-ville, mettons-les en zone rurale. De même qu'il y a 100 ans, il y a eu tout ce fonds pour l'électrification du rural. Il ne faut pas avoir une logique centrifuge en partant des centres-villes, parce que ce n'est pas du tout là qu'est le sujet de la décarbonation de la mobilité. Le sujet de la décarbonation de la mobilité, il est effectivement dans les territoires où on a d'autres choix que d'utiliser sa voiture, et ça sera toujours comme ça, parce qu'on ne va pas construire des transports en commun en dehors de leur zone de pertinence. Donc il faut partir des besoins, en fait, tout simplement. Eh bien, partons des besoins avec vous, Fanny Lacroix. Merci pour ce premier tour de table. Vous avez organisé un grand atelier des maires ruraux. C'était un peu sur le modèle de la Convention pour le climat. C'était organisé un peu sur le même principe? Oui, c'est ça. C'était en 2023 et l'idée, c'était qu'on prenne le sujet en main. Donc on s'est inspiré de la Convention citoyenne. On a réussi à embarquer dans cette aventure une centaine de maires ruraux d'un peu partout sur le territoire national. Et on les a rassemblés pendant 4 week-ends à Paris. Et vraiment, l'enjeu, c'était un enjeu d'apprentissage. Donc ils ont rencontré les meilleurs experts du climat, les experts du GIEC, et aussi des faiseurs, c'est-à-dire des maires qui avaient fait des choses extrêmement pertinentes sur leur territoire et qui n'étaient pas trop connues. Et donc c'est la convergence entre cette expertise scientifique et en même temps cette capacité à faire des choses en milieu rural qui a donné lieu à ce rendu du grand atelier qui fait une centaine de pages, qui est d'ailleurs disponible sur le site de la MRF, qui a été soutenu d'ailleurs par de nombreux partenaires, et je remercie l'Union française de l'électricité qui a été partenaire aussi de l'initiative. Voilà, et qu'est-ce que dit ce rapport? Déjà, son titre, moi je trouve, est très évocateur parce qu'il s'appelle « La commune rurale, espace politique de la transition écologique ». Et c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant quand on nous a dit que ça pouvait se jouer à des échelles bien plus élevées, qu'il fallait peut-être rationaliser, penser des espaces beaucoup plus globaux. Et ben non, les maires ruraux revendiquent en fait le fait que ce sujet, il leur appartient. Pourquoi? Pour la raison déjà que je vous ai expliqué lors de ma première intervention, c'est-à-dire cette notion d'espace qui est chez nous, ces biens communs naturels qui sont absolument stratégiques, qui sont chez nous et qui sont si peu pensés, et aussi, surtout, par le fait que c'est cette transition sociétale qu'il faut mener. Et donc nous, peut-être que la commune rurale n'est pas une erreur organisationnelle et peut aussi contenir des pistes tout à fait intéressantes pour engager le changement sociétal qui est devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 100 pages? Parce que, voilà, il y a quelques éléments quand même saillants qu'il faut retenir de ce dispositif. Donc déjà, le premier message des maires ruraux, c'est que c'est un pacte de responsabilité globale qui doit être engagé, c'est-à-dire chacun doit contribuer à sa hauteur avec ses moyens, mais personne ne doit rester à côté de l'objectif. Le deuxième élément aussi, c'était vraiment cette question qu'on ne veut plus subir. Ça, très clairement, ça a été dit, mais de manière totalement... c'était vraiment... Les clés de l'engagement, c'est vraiment d'être acteur de cette transition. C'était dit, on ne veut plus subir les choses, on a trop subi les choses par le haut, et donc au contraire, cette transition énergétique, eh bien non, on doit être dans le tour de table décisionnaire. Alors c'était compris qu'il y avait des enjeux de planification, et ça tout à fait attendu, mais qu'après, il faut que ces enjeux de planification, ils puissent être discutés au local, en fonction aussi des ressources qui sont les nôtres, parce que le territoire français, il est différent selon les départements. Et puis le troisième élément aussi qui est très important, c'était de dire que cette transition écologique énergétique, elle doit se faire dans un sens de plus de cohésion nationale, de plus de pacte républicain. Et avec cette phrase, moi, qui m'a beaucoup marquée du grand atelier, qui était de dire, oui, on est d'accord de faire des éoliennes, mais on veut aussi des écoles, des médecins et des boulangeries sur nos territoires. Et donc, de cette matière, que va-t-il en advenir maintenant? Qu'allez-vous en faire? Alors, 2 éléments. Donc déjà, on a effectivement un cap
une vision politique, parce que vraiment c'était ça l'enjeu qui est issu de ce grand atelier. Donc pour moi, ça me donne vraiment une vision stratégique pour faire de la MRF vraiment une force de proposition. Donc il y avait vraiment un objectif de construire de la pensée politique et d'être présent dans le débat national pour porter cette voix qui nous semblait être pas trop bien portée encore nationalement. Et puis l'autre élément, c'était aussi de favoriser le développement des initiatives au plus près des communes, des citoyens. Donc pour ça, on a aussi lancé les départements pilotes du Grand Atelier. Donc en fait, on se base sur les membres du Grand Atelier qui ont décidé d'engager à leur tour, avec leur association départementale, un réseau de maires qui se rencontrent et qui peuvent échanger et s'aider à faire des actions de transition écologique sur leur territoire. Et quand on parle évidemment de réconcilier la fin du monde et la fin du mois, on pense aux Gilets jaunes, forcément, ouais. On pense à ces cahiers de doléances. Comment ils sont apparus dans le débat, ces cahiers de doléances? Comment vous êtes allés les rechercher pour vous en nourrir aussi? Et effectivement, dans ce débat, c'est ce que je vous disais sur cet aspect de cohésion nationale et de pacte républicain. On voit bien que un des risques de la transition énergétique, c'est de ne pas rééquilibrer un certain rapport de force entre métropole et territoires ruraux. Même si je ne suis pas à dire qu'il faut créer du clivage entre ces territoires, on revient à la France périphérique. Mais malgré tout, on ne peut pas ignorer qu'il y a quand même certains sujets d'aménagement du territoire et de rééquilibrage des ressources. Il va falloir un moment le traiter. Donc c'est vrai moi je pense qu'une des solutions à ce souci, et aussi pour résoudre ces problèmes d'acceptabilité des projets qui sont parfois un peu vécus comme des choses qui viennent se plaquer sur le territoire, ça va être de concilier à la fois transition énergétique, écologique, et en même temps comment est-ce qu'on arrive à répondre à un besoin, un véritable besoin de proximité des Français. Les cahiers de doléances, que je rappelle, qui ont été lancés d'ailleurs par l'Association des maires ruraux de France au moment de la période des Gilets jaunes, où en fait la MRF a lancé l'opération Mairie ouverte, a appelé les maires à ouvrir largement leur mairie en mettant des cahiers à l'accueil des mairies. C'est 200 000 propositions. Nous, on est convaincus que dans ces cahiers, effectivement, il y a toutes les bases d'un nouveau contrat social et que c'est comme ça en fait qu'on arrivera, peut-être grâce au financement qu'apporteront les aménités rurales et l'énergie, on pourra peut-être aussi réussir à répondre à ce besoin de proximité, de services publics, de liens sociaux sur nos territoires ruraux. Donc on a décidé d'engager effectivement sur l'année qui va s'ouvrir en 2025, de reprendre un petit peu cette initiative qui était la nôtre, et de pouvoir repartir sur les conclusions des cahiers de doléances en faisant une analyse un peu de ce qui avait été collecté, avec une remise à jour, parce qu'il y a quelques années structurantes qui se sont passées, mais pour qu'on revienne très fortement dans le débat public, pour revenir à ce qu'attendent les Français. Et je pense qu'effectivement, il faudra raccrocher cette transition énergétique avec le besoin de proximité. Donc on comprend bien ce besoin de récit au niveau national en s'inspirant de tout ce que vous avez dit et en même temps en l'adaptant à chaque particularité, chaque spécificité territoriale. Il y a vraiment cet enjeu d'adéquation. Jean-Luc Fugit, que vous inspire tout ce que l'on vient de se dire sur les leviers d'action pour réussir cette transition écologique? Je me demandais si Mme Lacroix préparait un discours de politique générale, parce qu'en tout cas, dans un discours de politique générale, on pourrait retrouver un certain nombre des points qu'elle a évoqués. Plus sérieusement, on voit qu'on a énormément de choses à faire. Moi, je pense qu'on a un autre sujet, c'est que Mme Lacroix parle de la relation avec les citoyens dans les différentes communes. Moi, je fais un peu la même chose à mon niveau et j'avais organisé à l'époque 13 séquences du grand débat dans mes 38 communes. Et j'ai poursuivi les échanges avec mes concitoyens et à travers ces sujets-là, notamment. Et on voit systématiquement que nos concitoyens, bien souvent, encore une fois, je m'adresse ici à un public de connaisseurs. Là, j'ai un public qu'il faut amener sur la transition, qui a de la volonté, vous l'avez très bien expliqué, etc. Attention quand même de ne pas réduire tout à l'électrique, il n'y a pas que ça pour nos concitoyens. Mais quand même, ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus par rapport aux dispositifs de soutien. Ils entendent parler de leasing social, par exemple, pour les véhicules. Donc, moi, ils me disent, mais alors attendez, est-ce que moi j'ai droit, j'ai pas droit? Des fois, on va voir le député pour tout et pour rien. Et des fois, alors, est-ce que j'ai droit, j'ai pas droit? La rénovation énergétique du bâtiment, comment je peux être aidé, etc. Parce que, encore une fois, les gens qui sont avertis, qui ont les bons réseaux, qui ont les bons codes, qui ont les bonnes connaissances, tout va bien. Ils arrivent à trouver. Voilà. Et donc, moi, je m'interroge beaucoup sur tous ces dispositifs qu'on a pu mettre en place. Je ne parle pas du débat budgétaire qui consiste à savoir si qu'on va mettre en 2025 dans la loi de finances. C'est plutôt une sorte de guichet unique pour avoir les bonnes informations. Je vais y venir. Ouais. Et dans cette histoire de guichet unique, moi je pense qu'il faut qu'on s'appuie de plus en plus sur les maisons services publics, les maisons France Service.
on en a 2000 maintenant. Et je me demande si ce n'est pas un lieu qui doit être encore plus mobilisé pour tout ceci. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas évident pour nos concitoyens. Et donc, il faut qu'on évalue tous ces dispositifs et il faut qu'on puisse donc les accompagner sur ce chemin-là. Ensuite, les dispositifs eux-mêmes, il faut les travailler, voire les retravailler. C'est ce que j'évoquais. Quand je dis retravailler, c'est aussi quelque chose qu'on va devoir faire en début 2025, puisque on a un tout petit problème politique en ce moment, c'est qu'on n'a plus de projet de loi de finances en bonne et due forme pour 2025. Chacune et chacun pense ce qu'il veut dans la salle. C'est un constat expérimental. Et dans ce constat expérimental, eh bien, il y a des choses qu'on avait poussées dans le PLF qui, du coup, par définition, n'y sont plus. Donc, il va falloir faire ce débat. Peut-être qu'il faudra l'orienter différemment. Et j'ose espérer que toutes celles et tous ceux qui sont dans le match politique du moment pensent d'ailleurs à l'avenir de leurs concitoyens au mois de janvier et non pas à ce qui peut se passer dans 30 mois. Je vous laisse imaginer quand est-ce qu'on tombe dans 30 mois. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il va falloir aussi qu'on évalue ce qu'on a fait ces dernières années et voir comment ça se met en place. Par exemple, je reviens un instant sur la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables, parce que c'est quelque chose qui touche nos concitoyens dans les milieux ruraux, etc. Ce qui a été dit était très intéressant. Il faudra voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, est-ce qu'on a pris tous les décrets? Est-ce que tout est sorti, etc. Oui, c'est ça, le travail de tous les jours. Ensuite, il faut aussi qu'on arrive... dans cette transition écologique, à faire en sorte qu'on pousse tous les vecteurs. Tout à l'heure, j'ai écouté les uns et les autres. Dans le petit classement que vous avez fait avec l'enquête, l'électricité, biomasse, le gaz et l'hydrogène, j'ai souri un petit peu, je suis désolé, par rapport à l'étude. L'hydrogène sur le numéro 2, alors déjà l'hydrogène c'est pas une énergie, c'est un vecteur, donc il faudrait expliquer que ça marche pas comme ça, etc. Enfin bon, on l'utilise pas directement, enfin bon bref, je vais pas faire le chimiste, mais enfin quand même, des fois j'en ai envie. Et surtout, quand on met le gaz, je suis désolé, mais on n'a pas parlé du biogaz. Donc en fait, il aurait fallu expliquer à nos concitoyens le gaz, le biogaz. Donc il faut aussi faire attention. Vous voyez, il ne faut pas opposer les molécules aux électrons, puisqu'encore une fois, on a besoin des électrons pour faire des molécules. Donc il faut les deux. Donc il faut évaluer tout ça. Et évaluer, ça veut dire, est-ce que ce qu'on a fait ces dernières années est intéressant? Par exemple, quand on met dans la tire-hertz donc l'hydrogène, c'est ce qu'on a fait. On va passer la semaine prochaine les décrets d'application pour l'hydrogène bas carbone au même niveau que l'hydrogène renouvelable au Conseil supérieur de l'énergie. Ça, c'est intéressant. Quand on met le biogaz dans la tire-hertz, c'est qu'on a réussi à faire voter l'année dernière, donc qui va pouvoir se mettre en place, etc. Ça va aider, ça va être des solutions pour les territoires, y compris les territoires ruraux. Il y a les territoires ruraux où le biogaz, ça a du sens, par exemple. Moi, j'ai vu des expérimentations remarquables. Autre chose qu'il va falloir faire, c'est évaluer pour corriger. Par exemple, je reviens un instant, parce que ça, c'est un sujet que personne n'a trop en tête, et je vais quand même le rappeler. Dans quelques jours, on sera le 23 décembre, dans quelques jours. Le 23 décembre, ce sera les 5 ans de la promulgation de la loi d'orientation des mobilités. Dans cette loi, moi, j'ai fait inscrire l'idée, c'est pas une idée, puisque c'est inscrit dans la loi, on doit le faire, c'est que tous les 5 ans, donc il va falloir le faire en début 2025. Pendant 20 ans, tous les 5 ans, on doit faire une évaluation par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, c'est-à-dire les sénateurs et les députés. On doit avoir une évaluation de où on en est des mobilités en France, énergie par énergie. On ne va pas dire l'un est bien, l'autre n'est pas bien. On va regarder où on en est. Et donc ce rapport qui va être un rapport élaboré en lien avec la profession et avec le Parlement, donc indépendamment du gouvernement, tant mieux, parce que comme ça on ne sait pas trop où on va, eh bien ce rapport, il fera l'objet, c'est inscrit dans la loi, d'une séance de débat au Sénat et d'une séance de débat à l'Assemblée nationale. Bon, le jour où j'ai fait voter ça il y a 5 ans, j'imaginais pas que l'Assemblée nationale serait ce qu'elle était en ce moment en termes de biodiversité du comportement. Mais il n'en reste pas moins que le débat devra avoir lieu. Et ça sera intéressant parce que ça permettra à chacune et chacun de mesurer de où on en est. Ça intégrera la question de la ruralité comme la question des milieux urbains, périurbains, etc. Et peut-être que ça pourra aussi orienter les politiques publiques qu'on devra construire pour la suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des outils, on a mis en place des politiques publiques, il faut les évaluer et il faut sûrement arriver à faire en sorte de les orienter différemment. Et d'ailleurs, au passage, ça servira aussi, je l'espère, vraiment à faire de la pédagogie, parce que, encore une fois, le maître mot de ce qui nous attend, ce n'est pas la décarbonation, c'est vraiment la défossilisation. J'insiste un peu sur ce mot-là, parce que, encore une fois, si vous voulez que nos concitoyens comprennent et qu'on les embarque, il faut qu'ils voient où est l'objectif. Et l'objectif,
c'est de trouver les moyens pour tout le monde d'être dans une aventure partagée autour de la défossilisation. Et de façon plus large et limite planétaire, parce que là on parle de transition écologique, donc c'est exactement. Mais en n'oubliant pas le moindre territoire, et c'est pour ça que ce que conduit Mme Lacroix, c'est pas pour mettre en avant ce qu'elle fait, même si on le fait un petit peu et c'est très bien. Je crois qu'il faut insister, il faut même peut-être aller encore plus que jamais développer donc ces moments de réflexion, ces moments de partage. Vous avez réuni les maires ruraux en ville. Ça serait bien aussi de faire revenir les maires urbains en milieu rural. Ça permettrait à certains de découvrir ce que c'est que la France. Voilà, invitation retenue, j'imagine. Merci beaucoup, Antoine Peillon. Alors, retrouver dans un budget d'État contraint ou voilà, en tout cas compliqué à mettre en place, des marges de manœuvre, des leviers d'action dans les territoires. Pourquoi pas utiliser les énergies renouvelables et l'implication citoyenne aussi pour retrouver ces marges de manœuvre. Quels sont les leviers, selon vous, à mettre en place ? Alors, je rebondis d'abord sur ce que vient de dire Jean-Luc. Peut-être insister sur le fait que cette transition, c'est effectivement défossiliser et décarboner, mais aussi un sujet d'accès aux ressources naturelles qui est tout aussi important. L'accès à l'eau, la question de la biomasse, avec un certain nombre d'entre vous, on en discute très souvent en ce moment, mais néanmoins il y a un vrai sujet de ressources et de disponibilité de cette ressource et qui était extrêmement structurante dans les choix collectifs que l'on fait. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, je pense que c'est très clair que notre sujet aujourd'hui le plus compliqué, ça n'est pas tant le côté de la production des énergies décarbonées que de la bascule sur les usages. Et donc, de ce fait, c'est la question des usages qui est la plus difficile, mais c'est celle aussi qui a le plus d'impact et sur laquelle il faut le plus avancer. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a deux éléments importants, et pour répondre plus précisément à votre question, qu'il faut avoir en tête. Le premier, et je pense que c'est un de nos principaux points de blocage aujourd'hui, c'est qu'on a des messages qui ont l'air très universalisants sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Or, quand on regarde la question de l'évolution des usages, en réalité, c'est très très segmenté par type de population. Pareil, un exemple que je donne souvent, excusez-moi ceux qui l'ont déjà entendu, mais la voiture électrique, c'est 15% des voitures électriques en 2030. Ça veut dire que 85% des voitures en 2030 seront des voitures thermiques classiques qui n'auront pas été changées. Ça n'est pas mal, ça n'est pas culpabilisant. C'est une solution qui va continuer, je pense, regarde Mme Lacroix, en milieu rural, du coup, à être largement utilisée. Et pour autant, on atteint quand même nos objectifs. Donc laisser penser, du coup, à l'ensemble de la population française qu'on leur demande à tous de changer leur voiture dans les 7 ans qui viennent, ou 5 ans qui viennent maintenant. C'est un peu l'idée que certains c'est ce qui est perçu, ont, bien sûr. C'est ce qui est perçu et qui est un des plus gros problèmes qu'on a. Mais c'est vrai aussi sur la rénovation énergétique des logements. Pareil, rénovation globale, ce qu'on cherche en 2030 en stock, en volume total, c'est 12-13% de l'ensemble des logements. À la fois, c'est beaucoup en valeur absolue, pour vous tous qui savez à quel point ça va doucement. Pour autant, ça veut dire que quasiment 90% de la population française n'aura pas son logement rénové d'ici 2030. Et là encore, on n'est pas, du coup, ça ne doit pas être culpabilisant pour cela. Et d'ailleurs, ça a une partie de la réponse aussi, c'est-à-dire que ça esquisse, à mon sens, un équilibre pour le coup très politique sur qui doit bouger le premier sur ces sujets qui concernent les gens. Quand on dit que ça concerne 10-15% de la population, on n'est pas tous égaux en termes de capacité de financement, de ressources, etc. À mon sens, du coup, politiquement, c'est aussi, j'allais dire, nous tous, ménages plus aisés, qui ont cette obligation de non pas se faire taxer pour redistribuer, mais quelque part faire la preuve en nature de cette transition en étant les premiers à rénover les logements au moment des mutations, en étant aussi les frontrunners sur la voiture électrique. Et pour autant, il faut aussi, et c'est le rôle de l'État, que tous les autres Français qui le souhaitent puissent y avoir accès aussi. Et c'est pour ça qu'on a un dispositif de leasing sur la voiture, c'est pour ça qu'on a la prime rénov', etc. Mais ces dispositifs ne sont pas forcément tous conçus pour pouvoir en même temps soutenir l'intégralité de toute la population française. Et ça, de toute façon, les artisans ne sont pas assez nombreux pour tout faire en même temps. Par ailleurs, de finances publiques. Et les finances publiques non plus. Oui. Et ça m'amène à mon dernier point de financement, parce que c'est effectivement l'éléphant dans la pièce. On a fait du coup, en prolongeant un peu les analyses qui avaient été faites, notamment par Jean Pisani-Ferry, Salam Mahfouz, etc., sur les montants d'investissement, on a été un cran plus loin pour regarder aussi ce qui était, du point de vue de l'acteur qui doit faire, qu'est-ce qui aujourd'hui est rentable en termes de baisse des émissions et sur lequel il y a aussi des capacités techniques et financières suffisantes pour le faire. Le résultat, il est pas terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel de tous les dispositifs de régulation, de système d'aide, etc., il y a de l'ordre d'un quart des baisses d'émissions qui sont adossées à un business case sur lequel les acteurs qui doivent faire, c'est à la fois rentable et il y a capacité technique et financière de le faire. Un tiers,
ça ne se passe pas sans soutien public au sens large. Et le reste, c'est théoriquement rentable sur le papier, mais il y a plein de questions de capacité technique et financière qui fait que ça ne se fait pas. Et donc tout notre sujet aujourd'hui, c'est de faire face à cette équation-là. Et je me permets un ordre de grandeur que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que si on regarde, pour le coup, le besoin de soutien pour pouvoir faire ces investissements-là et qu'on le regarde cumulé jusqu'en 2030, c'est de l'ordre de maximum une centaine de milliards d'euros. Et ça, qu'on le remet en regard avec la dette publique aujourd'hui qui est de 3100 milliards. Du coup, juste pour remettre les ordres de grandeur, je trouve qu'en général, on raisonne en dette publique en pourcentage. Et donc, du coup, on perd la métrique. C'est 100 versus 3100. Et avec ces 100-là, on fait l'intégralité, on réussit à baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ces 100-là, ça ne veut pas dire qu'il faut les financer par la dette exclusivement, parce que ça ne fonctionnera pas comme ça. Mais pour autant, il faut quand même qu'on ait conscience que ça reste quand même accessible et qu'on se mobilise pour ça. Et ça, je pense que c'est un message important. Et je termine par un tout petit point, un tout petit peu de promo, parce que Jean-Luc, tu disais au début qu'il y avait un des sujets qui était de rendre accessible aussi une forme de guichet unique, etc. J'en profite pour dire qu'il y a maintenant, depuis quelques semaines en ligne, un petit outil, on discute avec Madame Lacroix notamment, qui permet sur une même plateforme, du coup c'est co-développé avec plein d'acteurs publics, notamment l'ADEME et plein d'autres, d'avoir pour les citoyens, donc c'est ouvert à tous, d'avoir sur le même lieu l'ensemble de tous les dispositifs de soutien public, ceux de l'État, mais aussi tous ceux des collectivités, que ce soit la région, le département, les intercommunalités, dans un même lieu. Ça ne se substitue pas du coup après avec le parcours client de MaPrimeRénov', etc. Mais au moins ça donne de façon personnalisée à la situation individuelle l'ensemble de tous les dispositifs qui existent pour être accompagnés et aidés. Et c'est un début de solution. Donc ça s'appelle Jagi. C'est Jagi, voilà, c'est ça. Et on vous diffusera le lien de tout ça. Voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment faire connaître effectivement ces dispositifs pour embarquer tout le monde. Et voilà, Jean-Luc Fugit propose de faire imprimer des t-shirts Jagi. Des pins. Non, pas carrément des... Ok. Bon, on va commencer par les pins. C'est revenu à la mode avec les JO d'ailleurs. Hein, faut bien fabriqué en France, bien sûr. Évidemment. Cécile Maisonneuve, que pensez-vous de tout ça sur ces leviers, redonner aussi des marges de manœuvre au territoire dans le cadre de cette transition ? J'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit, Antoine, sur le sujet. Il faut partir des usages et parler d'un usage dont on n'a pas parlé, qui est le numérique. Alors, il en a été question régulièrement. Et pourquoi ça me paraît une question importante ? Alors déjà, c'est un usage qui est électrovore, on le sait. Et puis, c'est un usage qui a un immense intérêt dans la situation actuelle des finances publiques, c'est qu'il n'y a pas besoin de le subventionner. C'est pas comme la voiture électrique, c'est pas comme la pompe à chaleur. Oui, ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne tout seul. Et alors, pourquoi c'est intéressant ? Quand vous regardez la manière dont les États-Unis sont en train de concevoir leur propre transition, ils ont un point commun avec l'Europe, c'est que globalement, la part d'électricité dans leur consommation d'énergie finale stagne. Contrairement à la Chine, ça a été rappelé ce matin par Ghana Elouet. Et ils font reposer leur stratégie d'augmentation de la production d'électricité, de la consommation, sur deux industries, l'industrie numérique et, j'allais dire, l'industrie tout court, l'industrie bas carbone qu'ils veulent installer ou réinstaller sur leur territoire. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, ils sont en train, comme ils savent assez bien le faire, créer une sorte de demande à travers le sujet de l'intelligence artificielle pour l'industrie électrique. Alors pourquoi on devrait s'en inspirer ? Si on a bien lu le rapport de Mario Draghi, il nous explique quelque chose d'extrêmement important, c'est que la chute de la productivité et le différentiel de productivité entre l'Europe et les États-Unis depuis 20 ans s'explique par un facteur, c'est l'investissement dans le numérique. Alors pas l'investissement que nous pouvons faire dans nos téléphones et tout, c'est l'investissement notamment des entreprises, y compris des PME, de tout le tissu productif américain dans le numérique pour la facturation, le suivi des clients. Et nous, en Europe, on a un problème de capital productif vieillissant et on a un besoin immense, pas encore une fois, c'est pas que les grandes entreprises, pas du tout, c'est tout le tissu productif d'investissement dans le numérique pour pouvoir accompagner les territoires dans ce travail de réindustrialisation et de d'essaimage de petites entreprises dont on a absolument besoin. Et ça, je crois que c'est la meilleure des politiques d'aménagement du territoire avant toute politique publique. Donc c'est un sujet, moi je trouve extrêmement intéressant qu'on devrait beaucoup plus creuser sur quel rôle peut jouer le numérique dans cette électrification qu'on ne voit pas décoller assez rapidement, dans la reprise d'une demande qui a été cassée, qui a un intérêt territorial et qui en plus participe du mouvement de réindustrialisation. J'ajouterais un point.
quand on parle d'intelligence artificielle et d'attirer les investissements. On parle d'un sujet de souveraineté, mais encore peut-être beaucoup plus important qu'on ne le croit, parce que l'intelligence artificielle, elle est nourrie par des données. C'est un générateur, pas d'idées, mais de textes. Et si les données avec lesquelles vous les nourrissez, elles ne viennent pas de chez vous, elles viendront d'ailleurs. Et si on veut une intelligence artificielle qui parle français et qui pense européen, il va falloir que les investissements se fassent chez nous, sur notre territoire. Là, quand je vois que l'Arabie Saoudite veut investir 12 milliards de dollars pour accueillir des data centers et des entreprises de l'IA, vous voyez où on veut en venir. On est en train en fait, de voir naître une géopolitique autour de l'intelligence artificielle, derrière laquelle se joue la capacité de faire passer nos idées, notre culture et notre manière de voir le monde dans ce nouvel outil qui va irriguer l'ensemble de l'économie. Donc on est là sur un enjeu à la fois qui sert notre électrification, et de ce point de vue-là, entre nous, c'est fantastique d'avoir cette opportunité, ces gens, cette industrie électrovore qui est en train de naître sous nos yeux au moment où on a besoin de booster la production d'électricité. Je trouve que c'est plutôt une chance. Donc c'est un enjeu de souveraineté, un enjeu de transition et un enjeu territorial. Et de raccordement accessoirement, mais bon. Alors, de raccordement, justement, c'est là, en fait, du point de vue français, vu que nous, on a cette sensibilité d'aménagement du territoire que n'ont pas forcément d'autres pays, c'est l'occasion de reprendre le sujet à travers un prisme très intéressant, parce que l'intérêt, je terminerai là-dessus, pour parler de la dimension territoriale, l'intérêt du numérique pour le consommateur individuel, c'est que c'est un redistributeur d'opportunités. C'est-à-dire que vous soyez dans une commune rurale de 500 habitants ou au cœur du 8e arrondissement de Paris, vous pouvez aujourd'hui commander, avoir accès à des services complètement identiques, alors que ça n'était pas le cas jusqu'à une date récente. Ce sera pareil dans la santé dans l'avenir. Donc, de ce point de vue-là, c'est une ardente nécessité du point de vue de notre préoccupation d'aménagement du territoire et de notre volonté de rééquilibrer les forces territoriales en France. Fanny Lacroix, que pensez-vous des data centers recouverts de panneaux photovoltaïques, bien évidemment, quand même, au cœur de vos territoires ? Pourquoi pas ? J'ai du mal à me projeter. Mais en tout cas, je trouve que oui, il y a un enjeu de répartir sur notre territoire cette industrialisation qui va se relocaliser. Et donc, retrouver des emplois. Et après, ça pose d'autres sujets comme celui du zéro artificialisation nette et qui nous inquiète beaucoup, nous, les territoires ruraux, et qu'il faudra qu'on se laisse les possibilités, les marges de manœuvre de le faire, en tout cas. Alors, comment retrouver de l'autonomie locale ? On a vu que les budgets étaient quand même très contraints, vous l'avez dit. Quelles sont les priorités ? Et ensuite, on va peut-être remettre le QR code pour prendre quelques questions dans la salle via l'application. Alors, du coup, moi, j'ai noté quelques éléments de difficulté, en fait, à déployer cette autonomie locale par rapport à l'implantation aussi de nouveaux équipements sur nos territoires ruraux, et aussi de la créativité, après, politique qu'on peut avoir à déployer de nouvelles solutions avec les concitoyens, parce que ça aussi, c'est pas forcément évident. Donc, moi, j'ai noté, en tout cas, depuis 2020, où j'exerce le mandat de maire, que des fois, effectivement, le cadre des normes est un peu contraignant à se laisser à l'inventivité citoyenne de recréer du service dans les territoires qui ont été désertifiés. Je prends juste le cas de mon village où effectivement, avec les habitants, on a réussi à sauver l'école de Châtel-en-Trièves en créant une commune nouvelle. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre école et une classe unique. Et donc tous les enfants viennent manger à la cantine tous les midis. Et on s'est dit, chouette, on va ouvrir la cantine à la population parce qu'il n'y avait pas de restaurant. Et donc grâce à cette action, on a réussi à rouvrir une cuisine centrale qui travaille avec l'ensemble des producteurs locaux pour alimenter la cantine qui sera ouverte à toute la population, et comme ça on lutte contre l'isolement social et faire du portage de repas à domicile. Mais aujourd'hui, le cadre légal ne me permet pas d'accueillir, enfin en tout cas d'ouvrir un restaurant à toute la population parce que je fais concurrence à des restaurants j'ai pas de qui restaurant n'existent non pas. plus. Voilà, donc c'est ce genre de choses, je pense, qu'il va falloir pouvoir permettre, parce que c'est du bon sens. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième élément aussi qui est un petit peu compliqué, sur lequel il faudra avancer, et celui-là, il est plutôt politique, je dirais, c'est une émancipation des politiques par rapport à la figure tutélaire de l'État. Et moi, je le vois souvent, où on attend un petit peu que les choses se fassent du haut, et on a du mal à se prendre par la main, et aussi à créer les conditions d'ingénierie locale. Et on attend. Alors, on se plaint souvent, et après, on attend que l'État arrive et nous donne la solution sur un plateau doré. Et moi, je trouve que ça immobilise les territoires. Et donc, je me bats vraiment aussi au sein de l'association pour qu'on puisse se dire, il faut qu'on s'émancipe, il faut qu'on crée les conditions d'action locale, nos propres conditions d'ingénierie, qu'on travaille
travaille davantage avec les intercommunalités et qu'elle soit aussi davantage au service des communes pour qu'il y ait vraiment un effet levier sur le territoire. Donc moi, je vois aussi des freins politiques à se prendre en main. Donc je voulais le partager. Et après, le troisième élément aussi sur lequel aujourd'hui je trouve que c'est pas facile d'avoir, qui nous empêche un peu d'avancer sur l'accélération au niveau local, alors là, ça concerne plutôt mes concitoyens. C'est que je vois quand même une forme de déconnexion entre l'aspect très local de la commune, du territoire où je vis, où je connais les élus, où je vois les répercussions des décisions. Et donc ça vaut aussi sur la production d'énergie, c'est-à-dire tant qu'on est sur un territoire pas trop éloigné, tout ce qui est autoconsommation collective fonctionne très bien, mais par contre quand on vient mettre des grosses productions, une installation pour faire une grosse production d'énergie renouvelable, du moment où ça déconnecte avec le niveau local, ça vient jouer avec des peurs et avec une perte de confiance avec tout ce qui nous dépasse. Tout ce qui nous dépasse en termes de transition, tout ce qui nous dépasse en termes de changement climatique, tout ce qui nous dépasse en termes de marché financier, économique et qui n'est plus compris par les gens. Et à ce moment-là, alors qu'on est capable du meilleur au niveau local, de coopération, d'entraide, et moi je le dis, j'ai un village exceptionnel de ce point de vue-là, j'en suis consciente, du moment où il y a de ces grandes peurs qui commencent à être agitées par tout ce qui nous dépasse, il y a un espèce de repli sur soi et de blocage en fait qui s'opère et qui est en plus alimenté par des forces qui peuvent venir à l'extérieur pour venir contrer des projets. Et là-dessus, on n'est pas du tout bien, je trouve qu'on n'est pas du tout bien outillé sur ce sujet. Donc je pense qu'il y a d'autres manières de parler aux gens, aussi sur la transition écologique, parce qu'il y a aussi... Tout n'est pas que fonctionnel et rationnel là-dedans. Et donc, l'Association des maires ruraux de France, on a compris ça parce que maintenant, on est passé aussi à une analyse des familles de valeurs qui sont présentes sur nos territoires. On a beaucoup de populations qui ont le sentiment d'être laissées pour compte. Et on travaille d'ailleurs avec Parlons Climat, qui est extrêmement intéressant. Je vous invite à vous rapprocher d'eux parce qu'ils font des formations sur le climato-scepticisme tout à fait intéressantes. Et ils montrent que quand on est sur des familles de valeurs de laissées pour compte, eh bien, en fait, la cible, le mode de communication de la parole scientifique ou institutionnelle vers le citoyen ne fonctionne pas très bien et c'est plutôt des modes de communication de pair à pair sur des choses très concrètes qu'il faut adapter. Donc, il faut adapter le message et l'émetteur. Donc, je crois qu'il y a tout ça à reprendre pour essayer de contrer un peu ces effets du climato-scepticisme que l'on voit venir dès qu'on parle global. Merci beaucoup. Je viens de voir toutes les questions qui sont arrivées d'un coup, qui devaient être un peu bloquées dans les tuyaux et que je viens de retrouver. Vous voulez peut-être réagir rapidement et ensuite on essaie d'en prendre en 3 minutes. Si vous me permettez, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais il y a quand même un sujet qui m'interpelle, moi, sur la question des territoires. Moi, j'ai grandi dans une commune de 250 habitants. La question des territoires, elle est extrêmement importante. Les communes se sentent souvent, encore une fois, certains maires, et je ne dis pas que c'est le cas de Mme Lacroix, se mettent aussi en situation de subir. C'est vrai, moi je le vois, quand je discute avec eux, on attend beaucoup de l'État. Alors on a vu d'ailleurs pour le développement des énergies renouvelables, dans chaque territoire, on a mis en place un préfet ou un sous-préfet qui est chargé du développement des énergies renouvelables, etc. etc. Et moi quand je discute avec les maires de ma circonscription, certains me disent oui, on attend que l'État nous dise. Je pense qu'il faut inverser un petit peu les choses, vous avez parfaitement raison, ça me paraît important. Il y a un sujet d'ailleurs qui, en tout cas c'est le cas dans mon territoire, qui crispe les gens, qui crispe notamment les maires ruraux, c'est l'histoire de l'agrivoltaïsme par exemple. On est en train de travailler, nous, sur une proposition de loi autour de le retour de la valeur sur le territoire, parce que je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer d'embarquer en montrant qu'il y a de la valeur, qu'il y a de l'intérêt à le faire, etc. Et vous remarquerez que, je dis juste un mot sur l'agrivoltaïsme, à chaque fois qu'on approche du salon de l'agriculture, on a les super sondages, là, tout va bien. Les Français, est-ce qu'ils aiment leurs agriculteurs? Oui, pas de problème, 90-95%. Maintenant, vous allez dans un territoire rural et vous commencez à avoir un arboriculteur qui a 40 hectares de pommiers et qui dit que sur 2 hectares, il va mettre un petit peu des panneaux photovoltaïques. Ah là là, ça va dégrader la vision que j'ai depuis chez moi, la vue, le machin, le gnani, etc., etc. Donc on a un véritable problème là-dessus. Donc c'est qu'on dit bien qu'on veut, mais en réalité, on ne veut pas tant que ça, parce qu'encore une fois, on a un problème de pédagogie. Quant à la question de la relation, moi je pense que l'État doit être de plus en plus stratège et doit être de moins en moins décisionnaire. Et c'est en ce sens où je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense que les élus locaux doivent se prendre plus en charge sur tous ces sujets. Maintenant, je vais mettre les pieds dans le plat en disant quelque chose qui va faire plaisir à quasiment personne ici. C'est que je m'interroge quand même très clairement sur le fait que est-ce qu'on n'a pas un peu trop de strates de territoires locaux. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais à un moment donné,
donné, la fusion des communes, il va falloir un petit peu le faire, parce que c'est quand même pas normal qu'on ait 35 ou 36 000 communes, nous en France, et que quand je fais la somme de Royaume-Uni, Allemagne, j'ai dit que je n'étais pas là pour être populaire, moi, Italie et Espagne, ça fait aussi 35 000 communes. Et je pense parfois que la mise en commun permettrait de porter des projets d'ampleur un peu plus importante, d'être peut-être un peu plus comment dirais-je, organisé, etc. Et je trouve dommage parfois d'avoir, moi, tous ces élus, certains élus locaux qui me disent « Ah oui, mais moi, tu comprends… » Si jamais on perd notre identité, notre village, etc., etc. Oui, on peut travailler à l'échelle des Comcom aussi. Enfin, on va pas peut-être faire un débat là-dessus maintenant, mais… Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne vous inquiétez pas, j'ai compris, il fallait que je rende le micro. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a là un sujet, on est là pour parler de stratégie. Et je pense qu'on a là un sujet par rapport à la question de la relation État par rapport au territoire. L'État, si on veut qu'il ne soit que stratège, il faut que dans les territoires, on ait la capacité à être un peu mieux organisé pour justement prendre des orientations. Et je trouve que comment dirais-je, le millefeuille français ne nous aide pas, en l'occurrence. Voilà, moi c'est ce que je vous dis. Et je ressens ce problème-là dans tous les territoires. Il y a le syndicat de Scie, il y a la communauté de communes. Moi, dans mon territoire, il y a le syndicat de l'Ouest lyonnais. Vous avez là une partie de la métropole, vous avez la région, vous avez le département, vous avez les communautés de communes et vous avez les communes. Et alors, j'embraye sur un autre millefeuille. Si vous n'avez pas un bon GPS, vous n'en sortez pas. Bon, eh bien justement, j'ai besoin de GPS. Je vous fais l'écho de quelques questions que j'ai donc retrouvées. Millefeuille des institutions, ministère, administration, ADEME, région, département, agglomération, syndicat, mix. Est-ce on pourrait pas clarifier, coordonner? Je vous donne pas la parole pour répondre, hein, mais je vous le dis. La prolifération des data centers aussi et des térawattheures afférents est-elle compatible avec la nécessité de sobriété et les objectifs de Fit for 55? Ça aussi, on pourrait faire un débat entier là-dessus, mais c'est pas inintéressant de se poser la question. Et il y a les questions autour de la PPE quand même, on va terminer là-dessus. Voilà, comment chacun d'entre vous, donc c'est un dernier tour de table, mais vraiment 1 minute chacun, sur comment vous pouvez peser sur une PPE qui semble chahutée par la précipitation ou des manœuvres dilatoires, et surtout la déclinaison dans les territoires de cette PPE. Est-ce que vous voulez dire un mot pour terminer là-dessus, pour conclure ? Par exemple, Antoine Peillon. Non, mais quelques éléments. C'est-à-dire que le projet de PPE qui a été mis sur la table, au sens le rapport et quelque part les orientations que l'on donne à la fois en volume global par filière, me semble être du coup un élément de référence, néanmoins dans le débat depuis plusieurs années, assez stable finalement, puisque du coup il a quand même très peu évolué au cours des dernières années. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit bâtir ensemble. La réalité, c'est qu'on serait tous collectivement plus sereins si on avait une assise législative pour l'ancrer, mais qu'on sait aussi vivre sans, me semble-t-il, et notamment pour pouvoir lancer les différents appels d'offres, à l'exception d'un sujet que vous connaissez aussi très bien, qui est l'éolien offshore, sur lequel on a besoin de plus de volume pour pouvoir lancer tous les appels d'offres prévus dans la PPE. Sur l'ensemble des autres sujets, il y a des bases légales suffisantes pour le faire. Par contre, pas de loi égale moins de stabilité, même si, mais ça je laisserai monsieur le député le soin d'en débattre, une loi a une stabilité du coup qui est toute relative aussi. T'as répondu. Et peut-être parce qu'on a énormément parlé d'électricité, terminer quand même sur le fait que cette PPE met aussi en évidence que le sujet de la chaleur il est absolument central et qu'il ne faut absolument pas tout limiter à l'électricité, et qu'aujourd'hui notre point de départ il est un peu électrique et aussi à 60% au global du coup des énergies fossiles, et que notre ambition collective c'est de passer de 60% à 40% entre 2020 et 2030, et que ça renvoie vers tout ce qu'on vient de débattre, notamment sur l'évolution des usages. Le sujet est pas tant, enfin déjà, la condition nécessaire c'est d'arriver à avoir l'énergie décarbonée, mais elle n'est pas du tout suffisante pour qu'on puisse y arriver, et tout va se jouer dans la substitution, son accompagnement, cette transformation profonde, et c'est aussi tout le sujet qui est largement devant nous. Eh bien, merci. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, puisqu'on n'a plus du tout de temps? Je n'oriente pas du tout ma réponse. Votre réponse, en tout cas, un grand merci. Ah oui, Jean-Claude. Juste vous dire qu'au Conseil supérieur de l'énergie la semaine prochaine, il y a des membres qui sont là. Nous travaillerons sur la PPE et nous rendrons un avis et nous le transmettrons à la personne qui sera en charge du ministère de l'énergie dans les jours et les semaines qui viennent. Dans les jours qui viennent, mais on l'espère. Les jours et les semaines qui viennent, oui. Après le Conseil supérieur de l'énergie qui, lui, est le 19 décembre. Ça laisse du temps. Peut-être qu'on va voir, voilà, c'est ça, une trêve de Noël. Bon, eh bien, écoutez, un grand merci à tous les quatre. Merci pour ce débat. On aurait pu continuer encore comme ça une heure supplémentaire. Merci à vous.